OK, donc correction, page 168 du manuel 3, les numéros donnés en devoir. Le numéro 1, la différence entre génotype et phénotype. C'est simple, le génotype, c'est l'ensemble du bagage génétique. Et le phénotype, c'est la partie du bagage génétique qui code pour des caractères observables chez l'individu, c'est-à-dire il y a une faible partie de tout notre bagage génétique qui vont produire des protéines qui sont observables, qui nous donnent une apparence distinctive d'un individu à l'autre. Alors, cette partie-là du code génétique qui va coder pour ce qu'on a l'air et ce qu'on peut voir, c'est le phénotype. Au numéro 2, la différence entre un organisme homozygote et hétérozygote, ben, il faut parler premièrement de chromosomes qui sont homologues. Alors, par exemple, lorsqu'on a sur une paire de chromosomes homologues, c'est-à-dire une paire de chromosomes numéro 12 dans ce cas-ci, et qu'est-ce qui se passe, c'est que sur un même chromosome, on peut avoir un allèle qui code pour un caractère précis. Si cet allèle-là est le même sur chaque chromosome, par exemple, si ce serait le chromosome 12 donné par le mâle et ce serait le chromosome 12 donné par la femelle, alors l'individu qui possède cette paire de chromosomes-là avec le même allèle sur chacun, c'est un chromosome qu'on appelle, c'est un organisme qui est homozygote pour ce caractère-là. Hétérozygote, ce serait dans le cas où il y aurait deux allèles différents pour une même paire de chromosomes homologues. Alors, si les deux allèles sont différents, on va parler d'organismes hétérozygotes. Ensuite, au numéro 3, c'est qui suis-je? Je suis une version d'un gène. C'est un allèle. Ça peut être pour le gène pour la couleur des yeux. Ça pourrait être, il existe trois allèles différents, bleu, vert et brun. Je suis un caractère qui ne peut s'exprimer l'allèle récessif. Je suis surnuméraire dans le cas de polyploïdie. Surnuméraire, ça veut dire qu'il y en a plus qu'un. Puis polyploïdie, c'est qu'il y a plusieurs chromosomes. Donc la polyploïdie chez l'humain, ça se manifeste par le fait qu'on ait versions de chaque chromosome. Donc deux chromosomes 6, deux chromosomes 14. Certains végétaux en ont trois sortes, trois versions de chaque chromosome. Ça peut être plus, ça peut être 4, 5. Donc, il peut y avoir plusieurs chromosomes homologues. Donc, on appelle ça un organisme polyploïde. Je produis deux cellules diploïdes à partir de d'une cellule diploïde. Ben, c'est la mitose. On va produire à partir d'une cellule qui a 23 paires de chromosomes, deux autres cellules identiques qui ont 23 paires de chromosomes. Ça se fait partout dans le corps, c'est ce qui caractérise, entre autres, la croissance. Je porte deux versions d'un même gène, c'est hétérozygote, on l'a vu avant. Je suis l'ensemble des traits observables, c'est le phénotype. Adjectif qui caractérise les chromosomes non sexuels, chez l'homme, ce serait tous les chromosomes sauf les chromosomes 23. Ça s'appelle des chromosomes autosomiques. Moins important un peu. Je suis une cellule dont les chromosomes sont présents par paire, c'est diploïde. Comme par exemple les cellules humaines sont des cellules diploïdes, à l'exception des spermatozoïdes et des ovules. Je suis cet allèle qui s'exprime toujours l'allèle dominant, puis l'ensemble du bagage génétique des allèles, c'est le génotype. Au numéro 3, ce qu'il fallait faire, c'est qu'on vous donnait les caractéristiques d'une fille et on vous donnait les caractéristiques de la mère et on vous demandait, d'après les caractéristiques du père A et du père B, lequel des deux est le père. La meilleure façon de faire ça, c'est que vous devez identifier chacun des caractères qui sont mentionnés ici comme étant des caractères récessifs, leur donner une lettre. Je trouve que c'est la façon la plus facile de le comprendre. Pour avoir un caractère qui se manifeste au niveau du phénotype à partir d'un caractère qui est, lui, récessif, il faut que les deux allèles récessifs soient présents en même temps. C'est la seule façon qu'un caractère récessif peut s'exprimer chez un individu. Comme par exemple, les cheveux bouclés, c'est un caractère récessif, les cils courts, les fossettes aux joues et au menton. Moi, j'ai donné des lettres minuscules. Puis tout ce qui ne sera pas ça, je vais leur donner un caractère dominant avec une lettre majuscule. Donc, quand par exemple, la personne va avoir les cheveux droits, je vais mettre un B majuscule pour identifier que ça veut dire que l'allèle dominant serait identifié par B majuscule, puis il dominerait le cheveu bouclé. Alors, par exemple, si on regarde juste les cheveux, si la fille elle a les cheveux bouclés, c'est un caractère qui est récessif, c'est parce qu'elle a reçu deux caractères récessifs, un de son père, un de sa mère. La mère a les cheveux droits. Donc, la raison pour laquelle la mère a les cheveux droits, c'est soit qu'elle a un caractère dominant cheveux droits avec un cheveu bouclé récessif, ou elle pourrait aussi avoir deux caractères dominants cheveux droits. Ici, le père a les cheveux droits, donc même chose, il y aurait dominant cheveux droits ou bouclé récessif, ou deux homozygotes cheveux droits, dominants. Ici aussi, il y a les cheveux droits, donc il pourrait très bien avoir cheveux droits dominants avec bouclé, ou il pourrait avoir deux gènes dominants cheveux droits. Pour les cils,
Ben, le caractère qui est récessif, c'est les cils courts. Si la fille a les cils courts, c'est qu'elle a deux caractères récessifs. La mère aussi a les cils courts. Mais le père qui est ici a les cils longs. Il pourrait avoir cils longs dominant, cils courts, ou il pourrait avoir deux fois l'allèle dominant, cils longs. Celui-ci a les cils courts, donc il y a deux allèles récessifs, cils courts. Maintenant, si on fait les fossettes aux joues, quand on en a, c'est un caractère qui est récessif. La mère a des fossettes aux joues, donc elle possède ça, on est sûr, deux caractères récessifs. La fille n'a pas de fossette aux joues. Soit elle n'a pas de fossette dominant avec un fossette récessif, ou elle a deux fois le pas de fossette dominant. Ici, celui-ci n'a pas de fossette, donc même chose, il y a soit pas de fossette dominant avec un fossette récessif, ou deux fois le fossette dominant. Celui-ci a des fossettes aux joues. S'il y a des fossettes aux joues, ben, il y a deux fois le caractère fossette aux joues récessif. Puis fossette au menton, même principe. Celui-ci a des fossettes au menton. C'est un caractère qui est récessif d'avoir des fossettes au menton. Donc, deux fois fossette récessif. Pas de fossette, donc ici, pour avoir, s'il n'y a pas de fossette, un fossette récessif avec pas de fossette dominant ou deux fois pas de fossette qui serait dominant. Pas de fossette au menton, même chose. Soit c'est pas de fossette dominant avec ou un pas de fossette dominant avec fossette récessif. Et la mère a une fossette au menton, donc elle a deux fois le caractère récessif. Fossette au menton. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qu'il nous donne comme information et si on peut éliminer le père, un des deux pères. Alors, la fille pourrait avoir les cheveux bouclés et sa mère lui aurait donné le caractère qui est ici. Et ça pourrait être le père A ou le père B parce que le père A aurait pu lui donner ce caractère-là ou lui donner ce caractère-là. Donc, on ne peut pas identifier à partir des cheveux. Les cils courts, c'est la même chose. Elle a deux fois le caractère récessif cils courts. C'est sûr que sa mère a les cils courts. Fait que sa mère n'a pas le choix, elle lui a donné ça. Et elle pourrait très bien avoir reçu un cil court du père A ou un cil court du père B. Parce que le père, évidemment, il donne un des deux à chaque fois. Alors, dans les deux cas, il pourrait avoir donné le caractère récessif cils courts. La fille n'a pas de fossette aux joues. Sauf que, donc, elle a dominant pas de fossette ou elle a deux fois dominant pas de fossette. Mais la mère a des fossettes aux joues. Donc, la mère n'a pas le choix. Elle va donner un caractère pas de fossette à la fille. C'est que la fille, c'est sûr qu'elle a ça. Sur sa paire de chromosomes qui code pour ses fossettes aux joues. Donc, elle n'a pas de fossette aux joues, mais sa mère lui donne un caractère fossette aux joues. Ce qui fait que celui-là, il a été donné par sa mère. Alors, il faut que le père, lui, ait donné celui-ci. Lequel des deux pères peut donner un caractère pas de fossette aux joues dominant? Celui-ci peut seulement donner un caractère récessif fossette aux joues. Alors, on n'a pas le choix. Le père, c'est le père B. Parce qu'il faut qu'il y ait un caractère qui soit un caractère dominant, pas de fossette aux joues qui a été donné par le père. Donc, le père, ça peut seulement être le père B, parce que le père A, lui, il ne peut pas donner un caractère dominant à sa fille qui a le caractère de pas de fossette aux joues. Donc, ce serait le père B. Si on regarde maintenant pour le numéro 6, au numéro 6, vous avez une méiose. La méiose, c'est le phénomène par lequel les paires de chromosomes vont se séparer pour aller chacun dans une gamète. Par exemple, dans les testicules de l'homme, il y aurait la paire de chromosomes numéro 6, mais chaque chromosome numéro 6 s'en va dans un spermatozoïde et l'autre s'en va dans l'autre spermatozoïde. Même chose chez la femme, il y a la paire de chromosomes numéro 6, 8, 14, 22, mais il y a un chromosome qui s'en va dans un ovule et l'autre chromosome s'en irait dans un autre ovule. Alors, il y a une séparation des paires de chromosomes au niveau de la méiose. Ici, on veut passer chez l'homme, par exemple, on veut passer de 23 paires de chromosomes à juste 23 chromosomes dans un bord et 23 chromosomes dans l'autre. Alors, lorsqu'il y a division cellulaire dans la méiose, c'est bien important, il y a séparation des paires de chromosomes. Et là, on vous dit, si tu as un chromosome homozygote A dominant, donc la paire de chromosomes numéro 6 posséderait par exemple AA, dominant,
Puis hétérozygote pour le caractère B, donc sur un chromosome 6, j'aurai le B dominant et sur l'autre, j'aurai le B récessif. Mais s'il y a division cellulaire lors de la méiose, quels sont les pourcentages des chances qu'il y ait le gène A dominant, B dominant et les pourcentages des chances qu'il y ait A dominant, B récessif? Alors, quand ça va se séparer, tout simplement, ce qu'il va y avoir, c'est qu'il va y avoir séparation entre ces deux-là. Il y en a un qui va aller dans une gamète et l'autre va aller dans l'autre gamète. Mais il y a 50% des chances qu'on se retrouve avec un A dominant, B dominant et 50% des chances avec un A dominant, B récessif, parce que ça va se séparer. Au numéro 8, on vous parle d'une maladie qui est portée par l'homme. Si la maladie du cancer de la prostate est portée par l'homme, dans ce cas-ci, quelles sont les chances qu'un père porteur transmette à son fils le gène associé à la maladie? Bien, la maladie du cancer de la prostate, c'est porté sur le chromosome X. Mais le père, lui, s'il a un fils, il a donné son chromosome 23 qui est le Y. Alors, en donnant le Y, il est impossible qu'il donne la maladie à son fils parce que c'est son X qui était porteur. Donc, sa seule façon d'avoir un gars, c'est de donner le numéro 23 qui est le Y. Et celui-ci, ben, il est sain. Donc, il n'y a aucun problème. C'est 0% des chances de transmettre la maladie. Quelle est la probabilité qu'un père porteur transmette à sa fille le gène associé à la maladie? Mais là, c'est 100% parce que si l'homme a une fille, c'est nécessairement parce qu'il a donné son numéro 23 X. Et s'il donne son X pour avoir une fille, parce que évidemment, la mère, elle produit seulement des X. Donc, c'est l'homme qui va décider le sexe. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'il va donner son X malade, puis il y a 100% des chances d'avoir une fille qui va porter la maladie parce qu'il donne son X, puis son X est malade. Numéro C, quelle est la probabilité qu'une mère porteuse transmette à son fils le gène associé au cancer de la prostate? C'est 50% des chances, c'est ici. La mère, elle a un chromosome X qui est malade, l'autre chromosome X qui est sain. L'homme, lui, pour avoir un gars, il va donner son Y. Mais le Y a une chance sur deux de frapper, de tomber un ovule avec un X malade, puis une chance sur deux de tomber sur un ovule avec un X sain. Donc, c'est 50% des chances. Et même principe ici, quelle est la probabilité qu'une mère porteuse transmette à sa fille le gène associé au cancer de la prostate? Ben, en D, on voit que si c'est une fille, c'est parce que l'homme a donné son X. S'il a donné son X, ben, il y a une chance sur deux de tomber sur un ovule, vu que la mère est porteuse, sur un ovule qui possède la maladie, et une chance sur deux de tomber sur un ovule qui est sain. Donc, il y a 50% des chances. Ici, c'est pas dans le manuel 3, c'est dans les exercices supplémentaires, la page 4 que je vous ai passé, le numéro 16. C'est juste que ce que j'ai fait, j'ai établi avec un échiquier de Punnett les chances, ben, c'est-à-dire, c'est à 100% des chances, étant donné les chromosomes auxquels on a affaire, mais c'est pour vous expliquer d'où vient le caractère qui est ici. Et ici, on parle de couleur blanche, couleur noire, puis on vous dit qu'il y a une dominance l'une sur l'autre. C'est assez simple à comprendre. Si vous regardez ça comme il faut, il n'y a aucun problème pour comprendre qu'est-ce qui se passe avec ce problème-là. Ça vous va? Donc,